Bonjour Lamine, ici Charles à Dakar. Laminia ici à Montréal. Alors Charles Loubès à Dakar. Eh bien, l'UBS à Dakar, Lamine, c'est la dissolution du gouvernement qui est intervenue mercredi dernier, annoncé quelque peu après le traditionnel Conseil des ministres. Donc, dissolution du gouvernement, surprise parce que personne ne s'attendait à ce que le président de la République, comme ça, du logo, dissolve tout son gouvernement et allant même au-delà, parce qu'il n'y a pas que les membres du gouvernement, par ailleurs même, le Conseil économique, social et environnemental ayant aussi subi ce coup de sabre du président de la République avec le départ de Aminata Touré, une vieille campagne de lutte qui a été son ministre d'abord de la Justice et ensuite Premier ministre avant qu'elle ne se retrouve à ses stations après plusieurs brouilles, soi-disant, en tout cas soutenues par certaines indiscrétions du palais. Alors, cette dissolution, on attend aujourd'hui au Sénégal, tout le monde attend, selon les indiscrétions que nous avons, la mise en place du nouveau gouvernement qui devrait peut-être être signalé à partir de 16 heures ou toute l'après-midi de ce dimanche. Encore que faut-il tenir compte d'une mauvaise nouvelle avec la disparition de notre cher regretté professeur Ibader Cham, ce qui pourrait peut-être retarder un peu l'annonce et la mise en place de ce gouvernement, en tout cas les noms, pour la seule et simple raison qu'il va falloir rendre les honneurs à ce grand monsieur historien que nous avons perdu hier soir. On va parler d'un énième, une nouvelle nomination du gouvernement. À quoi faut-il s'attendre avec encore ce nouveau gouvernement? Eh bien, c'est une excellente question parce que, comme je te vois et comme beaucoup d'autres peuvent se dire, bon, c'est un gouvernement de plus, à quoi faut-il s'attendre? On aurait compris que ce soit un gouvernement mis en place depuis la présidentielle qui peut-être pourrait poursuivre le travail. Mais il faut croire que le fast-track qui avait été annoncé en grande pompe par le gouvernement à l'époque, en tout cas par l'ancien Premier ministre, faudrait-il peut-être comprendre que ce gouvernement-là n'a pas compris le fast-track, en tout cas du président de la République. Il faut aussi s'attendre à, bien entendu, les difficultés qu'on rencontre dans ce parti quand on voit ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps par rapport à des déclarations et qui montrent quelque part quelques petits soucis, en tout cas de gestion, et quelques ambitions aussi notées, parce que 2024 étant un rendez-vous politique présidentiel auquel ne devrait pas participer, en tout cas le président, on peut comprendre qu'il veuille aussi changer. De notre point de vue, il y a quand même des partenaires comme le PS, par exemple. On a vu récemment au sein du PS, autant pour moi, Aminata Mbengue et Serine Mbaye Thiam quand même se disputer quelque peu le leadership. Et il y a le contexte social, hein, avec la disparition de dizaines de jeunes Sénégalais, avec une pirogue qui a explosé, une autre qui a été heurtée par un patrouilleur, d'autres qui ont des naufrages signalés. Donc, un contexte assez difficile. Maintenant, à quoi s'attendre? Et tu as raison de te poser ces questions-là. Ben, écoute, Lamine, il y a deux rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui est politique, qui est celui de 2024. Quelle va être l'offre politique? Est-ce un gouvernement de guerre pour avoir quelqu'un qui pourra faire face probablement à Ousmane Sonko, qui se positionne comme, en tout cas, un challenger redoutable pour ça? Mais il y a un autre rendez-vous qui est celui économique, de plus en plus évoqué par le président de la République, qui a compris qu'il y a beaucoup à faire sur ce registre et que de ce point de vue, le Covid a montré les limites de notre économie. Voilà. Et de ton côté, Loubès? Loubès, vous savez, Charles, l'élection présidentielle est toujours un moment crucial dans la vie démocratique d'une nation. Et aujourd'hui, de part et d'autre dans le monde, des élections sont organisées aussi bien en Afrique. On vient de sortir d'une élection en Guinée. On attend les résultats de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire et la semaine prochaine, le 3 novembre. Donc, ce sera au tour des Américains d'être appelés aux urnes pour élire un nouveau président. Et tout cela, il faut le dire, Charles, en faisant une petite comparaison, on peut s'apercevoir que le climat social d'un pays en période préélectorale renseigne beaucoup sur la maturité démocratique d'un pays, mais aussi de ce qui risque d'arriver après l'élection présidentielle, c'est-à-dire dans la période post-électorale. Imaginez, aux États-Unis, c'est un pays aujourd'hui qui est en pleine pandémie de la COVID-19, une crise sanitaire très élevée et qui aujourd'hui empêche au pays de fonctionner correctement. Et c'est pendant cette période-là que l'élection présidentielle se déroule. Et même le président en personne a été testé positif, il a été mis en isolement
pendant un bout de temps. N'empêche, la campagne électorale s'est poursuivie. Et l'autre chose également, c'est le fait que ce même président aujourd'hui traîne en arrière dans les sondages. Dans un autre pays, ça pourrait être, aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis, ça pourrait être une bonne occasion de dire qu'on va reporter des élections. Parce que pour moins que ça, il y a eu à chaque fois des raisons qu'on considère comme des raisons ou des arguments assez raisonnables pour repousser des élections. Et en Afrique, au même moment, pendant cette période préélectorale, on compte les morts, le pays reste à l'arrêt et le doute est toujours installé pendant cette période-là quant à la transparence de ces élections-là. Donc, c'est dire qu'en période préélectorale, c'est un peu ça nous donne une photographie de l'état d'avancement de la démocratie d'un pays et de ce qui s'en vient par la suite. Alors, est-ce que peut-on compter sur certains leviers, Lamine, qui garantiraient en tout cas une élection équilibrée? Je veux parler de la justice et de l'armée, parce qu'on sait qu'en Afrique, ce n'est pas évident. Bien évidemment, Charles, Montesquieu, le père de l'équilibre des pouvoirs, disait que tout homme qui a le pouvoir est porté à en abuser. Et justement, pour éviter cela, on a pensé à l'équilibre des pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs. Mais tout cela, il faut que ces deux leviers-là, en période préélectorale et en période d'élection même, on va dire, ces deux leviers-là, à savoir l'armée et la justice, que ces deux leviers jouent leur plein rôle. Et malheureusement, en Afrique, c'est ce qui permet aujourd'hui de donner une certaine légitimité juridique par rapport à tout ce qui concerne la confiscation du pouvoir, les dérives arbitraires du pouvoir en place, parce que simplement, il y a toujours une justice inféodée, une justice qui suit les ordres du pouvoir, parce que simplement, tous ces hommes, surtout lorsqu'on parle du Conseil constitutionnel ou de la Cour suprême, c'est toujours la main du pouvoir exécutif et du président en premier qui est à l'intérieur. De la même façon, l'armée qui va pouvoir malheureusement asseoir ce pouvoir-là, c'est-à-dire par la force qu'elle va utiliser, va pouvoir asseoir le pouvoir exécutif, le pouvoir du président sortant, mais en même temps aussi va mater et arrêter toute velléité contestataire pour empêcher aux manifestants de montrer leur colère. Et malheureusement, c'est ce qui s'en vient. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre en Afrique avec toutes ces morts-là. Donc, pour dire que si aujourd'hui, pour tout homme, quel qu'il soit, noir ou blanc, quand il est au pouvoir, il peut en abuser. Ce qui pourrait empêcher cela aujourd'hui, à la lumière de tout ce qu'on est en train de voir dans l'organisation des élections, c'est d'avoir une justice et une armée libre et libérée. Merci Lamine. Très content, comme d'habitude, d'avoir échangé sur des questions de l'heure, avec quand même une petite note de tristesse, parce que la disparition quand même de notre cher professeur Iba Der Thiam a pesé dans cette émission, en tout cas, pour l'avoir connu, pour avoir partagé avec lui dès le début de notre carrière, en tout cas de journaliste. Voilà, nous présentons ses condoléances. Le BES, en tout cas, présente ses condoléances à toute sa famille et bien entendu à tout le peuple sénégalais, parce que c'est un grand monsieur qui s'en est allé. À la prochaine. Merci, Charles. À la semaine prochaine.